Bonjour à chacune et à chacun, et bienvenue dans la vidéo numéro 1 bis qui se propose d'approfondir un sujet abordé dans la vidéo numéro 1, mais que je tenais à développer un peu plus largement. Par le biais des oiseaux d'automne et de leurs particularités, je me propose de vous faire pénétrer dans une galerie de traverse du terrier du lapin, une galerie qui a pour nom le temps, et de réfléchir sur sa conception, son fonctionnement, jusqu'à se laisser porter à se demander si parfois, pour des raisons qui nous sont encore inconnues, mais que l'on peut repérer, le temps, et de fait l'espace, puisqu'ils sont liés, ne joue pas à cache-cache. Et c'est parti. Ceci est l'image d'un Amérindien. Ceci est l'image d'un train du début du 19e siècle aux USA. Quant à ceci, c'est l'image d'Amérindiens sur des chevaux. Jusqu'ici, rien de très palpitant, sauf si l'on se pose la question, pourquoi les Indiens appelèrent-ils le train le cheval de fer? Tout le monde sait que lorsqu'ils découvrirent le train, les Amérindiens le nommèrent cheval de fer. Alors serait-ce dû à une défaillance visuelle ou intellectuelle de ces peuples pour que ces gens voient en ceci la même chose que ceci, mais en métal? Alors bien sûr que non, les Amérindiens ne sont pas différents des autres populations de cette planète. C'est juste une histoire de vocabulaire. Jusqu'à la fin du XVIe siècle et l'arrivée du cheval, par l'intermédiaire des Espagnols, dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, les Amérindiens ne possédaient comme moyen de locomotion que ce que la nature leur avait offert, leurs jambes et leurs pieds. Puis, au début du XVIIe siècle, le cheval leur permit de se déplacer plus vite et plus loin. Un grand prestige et une grande magie que ce mélange quasi centauresque. Donc pour un Amérindien, le mot cheval ne signifie pas que l'animal cheval, il signifie aussi moyen de locomotion. Un moyen de locomotion qui arriva progressivement et qu'ils purent s'approprier peu à peu. Par contre, lorsque quelque chose de nouveau surgit par surprise dans notre quotidien, dans un premier temps, nous ne disposons pas de mots dans notre vocabulaire pour nommer cette nouveauté soudaine, cet inconnu qui fait éruption sans crier gare. Alors pour nommer cette chose, on cherche à la rapprocher d'un ou de plusieurs éléments connus, afin que l'imagerie interne puisse effectuer une comparaison, mais également pour que l'on puisse expliquer à autrui et communiquer sur cet inconnu grâce à l'assemblage des ressemblances. Donc, lorsque le train apparut sur le continent nord-américain, les Amérindiens l'appelèrent cheval en référence à la seule référence connue dans leur vocabulaire pour un moyen de locomotion autre que leurs propres pieds. Ce cheval, entre guillemets, étant en métal, il est devenu cheval de fer, signifiant moyen de locomotion en fer. Si cette explication vous paraît surprenante, ou juste bonne pour des peuples primitifs, on peut établir un parallèle entre cheval de fer et un élément concernant notre culture contemporaine. À la fin des années 1940 aux USA, lorsqu'il fut aperçu des choses volantes dans le ciel, on chercha à les décrire, et c'est grâce à la comparaison avec la ressemblance de deux soucoupes de tasses posées l'une sur l'autre que l'on put expliquer à quoi ressemblait cette apparition. Ainsi, l'appellation soucoupe volante entra dans le langage commun, alors que, évidemment, chacun sait que deux soucoupes de tasses l'une sur l'autre ne sont, et ne seront certainement jamais, égales à un vaisseau spatial de haute technologie. Il en va de même pour la soucoupe volante que pour le cheval de fer. L'assemblage des mots n'est pas l'image de la reproduction exacte de la réalité constatée par les personnes, mais un approximatif permettant de se repérer dans le vocabulaire comme dans le concept, voire peut-être même dans le cognitif. Il en va des mots et des représentations comme des objets, ce qui est connu est rassurant. Maintenant, imaginons qu'une personne ayant vécu vers l'an 500 après Jésus-Christ, donc bien avant l'ère de l'aéronautique, aperçoive un avion traversant le ciel. Alors inventerait-elle instantanément le mot avion, ou rapprocherait-elle cette vision du seul élément qu'elle puisse voir se déplacer rapidement dans le ciel, c'est-à-dire un oiseau? Je ne m'étalerai pas plus, je pense que tout le monde aura compris. Par contre, imaginez la surprise, pour cet ou ces individus, de remarquer que cet oiseau réfléchit la lumière, ne bat pas des ailes, n'a même pas les ailes au même emplacement qu'un oiseau, a une queue verticale, et peut-être fait du bruit et crache de la fumée. Là, en l'occurrence, on ne sait pas comment ces gens nommeraient cette nouveauté, mais si ces individus devaient représenter cet objet magique, est-ce que cela ne ressemblerait pas à quelque chose comme ça? Pour sûr, on va lui ajouter des yeux, car il faut bien qu'il puisse voir. Il n'y a pas d'hélice, mais en vol, on ne les voit pas forcément. Et certains oiseaux, objets amulettes, ont une hélice devant. Le décrochement derrière l'avant de l'appareil peut être vu comme le lieu d'un cockpit ou la place pour une bulle pare-brise. Ensuite, par extrapolation, magie, imagination ou déformation due aux bouche à oreille, différents ajouts d'ornements peuvent apparaître. Le problème, comme vu dans la vidéo numéro 1 du terrier du lapin, c'est que ces objets surprenants dateraient d'environ l'an 500. Mais l'an 500, c'est très loin des avions du XXe siècle avec lesquels ces artefacts ont pu être comparés. Et comme détaillé dans la vidéo citée à l'instant, une fois remis à l'échelle, ces bijoux amulettes, de quelques centimètres, volent, et de nombreux spécialistes de l'aviation et de différents corps de métier sont assez unanimes sur le fait qu'ils ressemblent réellement à des copies d'avions de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors à ce stade, étant donné la date de ces objets, j'ai pensé à 5 possibilités.
Premièrement, c'est un piège pour touristes gogo et fin de l'histoire. Bon, c'est un peu radical, mais pourquoi pas. Deuxièmement, ces bijoux ne datent pas de l'an 500, mais du XXe siècle, ce qui signifierait que nos outils de datation sont inopérants, et dans ce cas, autant dire que toute l'histoire de l'humanité est à repenser, puisque ces artefacts ont été datés au radiocarbone en fonction de la couche de sédimentation où ils ont été trouvés, et confirmés par l'analyse de la couche géologique où ils se trouvaient. Troisièmement, des extraterrestres étaient en balade au VIe siècle de notre ère pour un petit pique-nique dans notre système solaire. Mais cela suppose qu'une espèce exoplanétaire, la civilisation avancée et surtout à la technologie similaire à la nôtre, soit apparue avec ce type d'engin il y a plus de 1400 ans, puis soit revenue plus récemment avec des vaisseaux différents, soucoupes, triangles, cigares et toute la panoplie des observations, puisque des ovnis comme celui des oiseaux d'automne, nous n'en avons pas revu. Serait-il devenu obsolète? Plus sérieusement, la probabilité pour que E.T. ait les mêmes avions que nous reste très mince, pour ne pas dire quasi nulle. Quatrièmement, des chamans qui voyagent dans le temps lorsqu'ils sont sous hallucination et qui voient le futur, ont reproduit ce qu'ils ont vu. Mais dans ce cas, n'y aurait-il pas d'autres découvertes d'artefacts curieux et incompréhensibles pour leur époque de datation? Ce sujet est tellement vaste et complexe que je le développerai dans une autre vidéo, une vidéo consacrée, donc ce sera pour une autre fois. Cinquièmement, pouvons-nous imaginer une flèche du temps qui parfois, sous certaines conditions, décide de jouer avec le temps? Alors c'est cette possibilité, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, que je vais développer ici avec deux exemples. Des disparitions inexpliquées d'avions et au moins un livre en avance sur son temps. Ne serait-ce que le sulfureux triangle des Bermudes, dont il existe une réplique de l'autre côté du globe, diamétralement opposée, en mer du Japon, qui se nomme le triangle du dragon, et qui a des caractéristiques extrêmement similaires à ceux des Bermudes. Donc pour le triangle des Bermudes, sur la page qui lui est consacrée, sur Wikipédia, j'ai comptabilisé 62 disparitions d'avions, militaires et civils, en 64 ans, entre 1942 et 2006, soit une moyenne de presque un par an. Jusqu'à récemment, l'hypothèse la plus souvent avancée en ce qui concerne la disparition de ces avions restait les perturbations magnétiques. Quant à la raison officielle retenue, c'était les avions perdus en mission auraient en fait été victimes d'une panne de carburant et ne pouvaient plus communiquer en raison de la trop grande distance qui les séparait de leur base. Alors il y aurait beaucoup à dire sur les possibilités de communication, surtout depuis au moins une trentaine d'années, mais ce n'est pas là mon sujet. Et puis surtout parce que tout ça c'était avant, car depuis 2015, les scientifiques ont trouvé. C'est le méthane. Pour les bateaux, des bulles de méthane remontent des profondeurs, enveloppent le bâtiment et l'aspirent vers le fond. Le bateau ne peut plus flotter à cause de la bulle de gaz. Pour les avions, même chose. Je cite. Pour les avions, les choses se passent presque de la même manière. La forte concentration subite de méthane remonte dans les airs et crée de fortes turbulences atmosphériques au-dessus de la mer qui perturbent la navigation des appareils. Alors bien sûr, une source s'impose. Les deux images que vous venez de voir sont issues de la rubrique Science du Démotivateur, article de Nathan Weber de 2015, visible sur la première image. J'ai choisi cet article pour le beau dessin qu'il contient, mais il en existe de nombreux autres à retrouver en ligne. Donc voilà, on ne se méfiera jamais assez du méthane qui monte, emprisonne, puis aspire vers le bas. Juste pour rire, parce que je veux partager avec vous un petit coup d'humour, sachant que les plus gros émetteurs de méthane de la planète sont les pets des vaches, et sachant que depuis quelques années on élève ces bovins en batterie, je tiens à prévenir les éleveurs, mais surtout leurs familles, si un jour votre collègue ou parent éleveur de bovins en batterie disparaît, ne paniquez pas. 1. Mettez un casque, puis pensez à vérifier si il ou elle n'est pas collé au plafond de l'étable à l'intérieur d'une bulle de méthane. 2. Si vous le voyez au plafond, c'est là que le casque devient utile, méfiez-vous car la bulle ne va pas tarder à le faire redescendre en l'aspirant précipitamment vers la cave. Oui, je sais, c'est nul, mais moi ça m'a fait rire. Bon, allez, plus sérieusement. Malgré le méthane, parmi ceux qui n'ont pas disparu, il existe des dizaines de témoignages de civils comme de militaires qui rapportent que dans ce lieu, aux Bermudes mais également au Japon, des décalages horaires, en plus ou en moins, ont été vérifiés dans le temps de leur parcours, mais également des apparitions de vortex dans lesquels ils se retrouvent prisonniers, où ils ne maîtrisent quasiment plus leur véhicule, puis dont ils ressortent d'un coup. A priori, ce ne sont pas des vortex de méthane, et surtout, aucune étude ne rapporte que le méthane a la capacité de modifier l'espace-temps. En fait, ce phénomène a un nom, il s'appelle un pont espace-temps. Parmi ces témoignages, j'en ai sélectionné un, celui d'un civil, Bruce Gernon, parce qu'il est fortement documenté. Au moins un livre a été rédigé en anglais, avec tous les détails, les références, ainsi que les témoignages du personnel au sol, tel que l'opérateur radar. Et que vous pouvez en visionner un récapitulatif en vidéo-animation, en français, d'une durée de 8 minutes, expliquant nettement la notion de disparition d'espace-temps. Cette vidéo comporte également d'autres affaires, mais elle concerne des disparitions et de fait pas de témoignages directs. Même si l'histoire des 5 avions militaires, l'escadrille 19, dont la disparition fait toujours débat, reste plus qu'intrigante. En résumé, si disparition d'espace-temps il y a,
Ne serait-il pas possible de réfléchir à une hypothèse qui consisterait à se dire que ce qui a disparu d'un endroit à un moment donné a pu apparaître à un autre endroit à un autre moment? Comme pour l'histoire du navire de l'expérience de Philadelphie par exemple, que je ne commenterai pas ici puisqu'officiellement c'est une prétendue expérience militaire, même si certaines infos restent très perturbantes. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous laisse vous documenter. Donc disparition et réapparition, puisque comme le répètent tous les scientifiques depuis Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette vulgarisation de la première loi de la thermodynamique est une loi de la conservation de l'énergie. Loi dont Einstein disait que s'il ne devait n'en rester qu'une en physique, ce serait celle-ci. D'ailleurs, en parlant d'Einstein, il démontra que le temps et l'espace ne formaient qu'une seule et même entité, d'où la formule espace-temps. Donc je demande s'il serait réellement ridicule de se poser la question, est-ce qu'un événement auquel il manque du temps et de l'espace, dans un ici et maintenant, ne pourrait pas se retrouver durant cette période dans un autre ici et maintenant, avec ou sans une certaine transformation? Après tout, en mathématiques théoriques, tout comme en physique théorique, la flèche du temps est réversible et ne change en rien les équations. Et si vous émettez des doutes sur ma santé mentale, voici une référence qu'il sera difficile de remettre en question. La lettre 41 2015-2016 du Collège de France sur la flèche du temps et l'irréversibilité. Rédigée par Bernard Derrida, l'un des chefs de file de la physique statistique, dont vous pouvez constater par vous-même à l'écran le palmarès. En résumé, une superposition ou un décalage de réalité ne pourrait-il pas être possible? Certains physiciens de premier plan, à l'image de Philippe Guillemant, dont le sérieux des travaux n'est plus approuvé et dont la fiche de présentation parle également d'elle-même, proposent déjà et depuis un certain temps la possibilité de l'expérience de plusieurs réalités en potentiel, voire en cohabitation. Alors pourquoi pas une réalité qui se déplacerait dans l'espace-temps, à l'image des synchronicités que cet ingénieur physicien nous explique dans ses différents ouvrages et interviews. Je stoppe là, cette première réflexion un peu beaucoup abstraite, et vous emmène maintenant sur du beaucoup plus concret, du palpable, concernant ce sujet sur un espace-temps surprenant, et qui je pense ne pourra que vous laisser attentif à ma dernière suggestion. Connaissez-vous Morgan Robertson? Non? Alors asseyez-vous parce que là ça va tanguer. C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences et tous les corps de métier connus de notre civilisation avaient contribué à sa construction et assuraient sa maintenance. Insubmersible, indestructible, il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. Je viens de vous lire la quatrième de couverture d'un roman dont l'auteur américain, Morgan Robertson, 1861-1915, est un écrivain connu pour ses nouvelles. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la mer et de récits maritimes et le possible inventeur du périscope. De nos jours, il est connu pour avoir écrit le roman Le naufrage du Titan. Alors en anglais, Futility or the Wreck of the Titan. Titan, bref, mon anglais ne vaut pas mieux que mon arabe, donc de toute façon, la prononciation n'est pas terrible, mais tout le monde aura compris que c'est Titan. Qui est paru en 1898, où il raconte l'histoire d'un paquebot. Le Titan, plus grand navire de son époque, qui sombre dans l'océan Atlantique après avoir heurté un iceberg. Le naufrage cause de nombreux morts à cause du manque de canaux de sauvetage à bord. Le roman, peu notable lors de sa sortie, connaît un succès imprévu en 1912 à la suite du naufrage du Titanic. Nombreux sont ceux, en effet, qui observent un grand nombre de similitudes entre la catastrophe et l'histoire imaginée par Robertson plus de 14 ans auparavant. Jusque-là, on peut se dire que, même si c'est un peu surprenant, ne serait-ce que par la similitude des noms Titan et Titanic, rien d'extraordinaire qu'une personne puisse imaginer une histoire catastrophe et que cette histoire se produise quelques années plus tard. D'autant que l'histoire d'un navire qui sombre en mer, pas besoin d'une imagination débordante pour penser à ce thème, surtout lorsque l'on est fils de capitaine de navire. Toutefois, au-delà de la similitude du nom des bateaux, le Titan, comme le sera le Titanic, est décrit comme étant le plus grand navire de son époque, un paquebot. Car effectivement, il est raconté dans l'histoire que le Titan est le plus gros paquebot du monde et le plus rapide. Ses 19 compartiments étanches lui permettent de rester à flot à la suite de n'importe quelle collision. Et le navire est considéré comme insubmersible. Aussi ne comporte-t-il de canaux que pour 500 personnes, alors qu'il peut embarquer plus de 3000 passagers. Ses propriétaires le lancent donc à pleine vitesse dans l'océan Atlantique. Le Titanic comportait 16 compartiments, il était considéré comme insubmersible, il a une capacité de 3500 passagers, mais ne comporte que 20 canaux de sauvetage qui auraient pu transporter entre 712 à 720 personnes, et il est lancé à toute vitesse dans l'océan Atlantique, puisque désirant devenir le navire de croisière le plus rapide du monde. Le Titan mesure un peu plus de 240 mètres, là où le Titanic en atteint 269, des dimensions incomparables dans leur contexte d'époque. Tous deux atteignent la vitesse de 25 nœuds, voyagent dans l'Atlantique Nord au mois d'avril et sombrent en heurtant un iceberg, cause de naufrage peu répandu. De plus, les deux navires sont réputés comme étant très sûrs grâce à leurs compartiments étanches et de fait transportent un nombre insuffisant d'embarcations de sauvetage.
Les deux heurtent également l'iceberg par tribord. De plus, dans les deux cas, les deux icebergs ont été repérés au dernier moment, c'est-à-dire à moins d'une trentaine de secondes avant l'impact. Pour les deux, le navire percute le champ de glace et glisse à la surface de celui-ci, puis bascule du côté droit avant de sombrer. On peut ajouter que certains canaux fixés par de solides cordages ne peuvent être mis à l'eau à temps et que le Titan disposait de 3000 ceintures de sauvetage pour 3560 sur le Titanic. Le Titan a un tonnage de 45 000 à 70 000 tonnes, le Titanic une puissance de 40 000 à 75 000 chevaux. Je continue les similitudes en les listant. Ils ont appareillé presque à la même heure. Ils entrent en collision avec un autre bateau au début de leur traversée. Ils naviguent à la même vitesse et sous le même pavillon britannique. Ils ont le même nombre d'hélices et de moteurs et sont de puissance égale. La description, dans les moindres détails, du système téléphonique interne au navire, du nombre de musiciens dans l'orchestre, de la salle de bal, sont tous identiques ou très proches dans les deux cas. Au moment du drame, 2000 personnes, dont 1000 membres d'équipage, se trouvent à bord du Titan. Et il y aura un peu plus de 2200 personnes, dont 892 membres d'équipage, sur le Titanic. Le navire qui se détourne pour secourir le Titan avait pour destination Gibraltar et la Méditerranée, tout comme celui qui se portera à l'aide du Titanic. Venons-en aux circonstances du naufrage. Titan. 5 secondes après la découverte d'un iceberg par la vigie, ordre arrière toute. Sur la lancée, le navire avance encore un peu, puis est déporté sur sa gauche en raison de la présence d'un banc de sable et n'aborde pas l'iceberg de front. Choc à tribord. Chute de blocs de glace sur le pont. Le paquebot se dresse à la verticale, proue en l'air, mais hélice hors de l'eau, puis s'affale sur tribord et coule. Titanic. 37 secondes après la découverte d'un iceberg par la vigie, ordre, stopper, arrière toute, bâbord toute. Le navire avance encore un peu, puis commence à virer sur sa gauche, en raison de l'ordre d'une vigie, bâbord toute, et n'aborde pas l'iceberg de front. Choc à tribord, chute de blocs de glace sur le pont, le navire s'enfonce à la verticale, étrave d'abord, donc hélice hors de l'eau, tout en basculant sur tribord et coule. Témoignage des survivants. Alors certes, le roman n'est pas la copie conforme du récit du naufrage, surtout en ce qui concerne le nombre de secondes au moment de la rencontre avec l'iceberg. Mais tout de même, les similitudes sont sans appel. On peut ajouter que le Titan se dirige de New York vers la Grande-Bretagne pour sa 4e traversée, tandis que le Titanic effectuait son voyage inaugural dans l'autre sens de la Grande-Bretagne, Southampton, vers New York. Les mêmes lieux, mais en miroir. Pour les survivants, ils seront 705 dans la réalité, alors que 13 dans le roman. Alors, coup de chance pour une telle suite de coïncidences, car même si elle n'est pas rigoureusement exacte, l'histoire racontée par Morgan Robertson ressemble trop à ce qui se produira pour que l'on puisse retenir l'explication par le seul hasard. Surtout si l'on considère tous les détails s'ajoutant à la seule rencontre avec l'iceberg. Mais s'il ne s'agit pas de hasard, alors de quoi parlons-nous? De parapsychologie scientifique? Ouh là là, terrain glissant. Mais que savons-nous de ce monsieur Robertson? Alors Morgan Robertson prétendait écrire sous la dictée d'une voix, tout comme de nombreuses personnes s'estimant voyants éprouvent la même impression. Mais réalité, imagination ou business? Par contre, il était fils de marin, ancien marin lui-même, ayant navigué pendant 10 ans, et s'était spécialisé comme écrivain dans les récits d'aventures maritimes et exotiques. Homme de mer avant de devenir homme de plume, Robertson ajoutait dans ses savoirs maritimes sa connaissance des véritables dangers de la traversée de l'Atlantique. Reste que, en 1898, le Titanic était loin de voir le jour. Le principe d'un navire ayant ces caractéristiques ne serait pas envisagé avant 1907. Le roman sur le Titan raconte avec force détail un événement qui, lorsque le livre fut publié, ne pouvait pas arriver parce que la science n'avait pas encore atteint ce seuil technologique. Mais est-ce parce que Robertson s'y connaissait suffisamment en marine qu'il a pu extrapoler pour qu'au bout du compte, tout cela puisse aussi bien coller? Peut-être pas si simple. Déjà, l'idée qu'entreprendre le voyage à travers l'océan fasse courir le risque de périr dans une noyade collective n'effleurait pas l'esprit, puisque en 20 ans, sur 9 millions de personnes qui ont traversé l'Atlantique, on ne compte que 118 morts et disparus, soit moins d'une personne sur 77 000. Par contre, pour la similitude du mois d'avril et la rencontre d'un iceberg, facile comme info, pour un marin, c'est de la documentation de base. Oui, sauf que, puisque Robertson est bien informé en tant que marin et fils de capitaine, il n'est sûrement pas sans savoir également que, puisque les deux vont de pair, pour les compagnies d'assurance, le risque de heurter un iceberg sur la route maritime allant d'Europe en Amérique ou vice-versa était de l'ordre du millionième et qu'on craignait beaucoup plus l'abordage accidentel ou la rencontre avec une épave flottant entre deux eaux. Puis, info non négligeable, sur les dizaines de milliers de traversées de l'Atlantique effectuées entre 1890 et 1910 par des bâtiments, les statistiques font apparaître 13 accidents liés à la glace. Aucune n'avait fait de victime. Donc le choix de la collision avec un iceberg entraînant plusieurs victimes, c'est de la science-fiction. Et donc à son tour incompatible avec l'hypothèse d'un roman écrit à partir de connaissances techniques et rien qu'à partir de connaissances techniques. Robertson a expliqué le drame du Titan par l'intervention quasi impossible de la cause qui a provoqué le drame du Titanic. Alors le philosophe et docteur en sociologie
Bertrand Meust, a montré que la voyance prémonitoire d'un romancier ancien marin n'est pas unique. D'autres que Morgan Robertson ont eu connaissance du naufrage sans avoir pu en être informés. Roger Nelson, de l'université de Princeton, a voulu dépasser largement le problème ponctuel du Titanic et de la voyance, et en tant que directeur du Global Consciousness Project, le GCP, ce sera plus facile à dire, lancé en 1997, il a axé les travaux du GCP sur la recherche, à savoir si des faits concernant d'une manière ou d'une autre un très grand nombre de personnes peuvent être mis en corrélation avec des perturbations de notre environnement technologique, mais perturbations inexplicables en l'état actuel des connaissances. Les premiers résultats de ce programme expérimental, toujours en cours, vont dans le sens du oui. Le GCP utilise un dispositif très simple, réparti dans le monde entier, des ordinateurs connectés en réseau, reconstituent en permanence, 24 heures sur 24, le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Il saute aux yeux qu'ainsi programmées, les machines obtiennent statistiquement autant de piles que de faces. Ayant recensé durant la période 1998-2008 236 événements planétaires, l'équipe de Nelson a observé pour 10% d'entre eux un déséquilibre significatif, c'est-à-dire non attribuable au hasard, entre nombre de piles et nombre de faces. Et, le 11 septembre 2001, ce déséquilibre est apparu 4 heures avant que le premier avion percute les tours du World Trade Center. Au fait, j'ai oublié de préciser qu'en 1914, Robertson écrivit une nouvelle appelée Beyond the Spectrum, dans laquelle il racontait une future guerre entre les États-Unis et le Japon. Comme son Futility or the Wreck of the Titan, Beyond the Spectrum présentait plusieurs ressemblances avec le conflit qui allait se dérouler 27 ans plus tard. Le Japon ne déclarait pas formellement la guerre, mais lançait plusieurs attaques surprises contre des navires américains en route pour Hawaï et les Philippines. Une flotte d'invasion qui prévoyait de lancer une attaque surprise sur San Francisco est arrêtée par le héros en utilisant une arme prise sur un navire japonais. Le titre fait référence à un projecteur à ultraviolet utilisé par les Japonais, mais inventé par les Américains, pour aveugler les équipages américains. Pour le moment, on en est là. Alors personnellement, comme dit avant de citer ce deuxième exemple, celui des livres, je me demande si le temps et donc l'espace, de temps à autre, ne jouent pas avec ce que nous nommons et percevons comme étant la réalité. Peut-être que le roman de Robertson peut être vu comme une simple prémonition ou une prédiction, même si l'ensemble du nombre de détails sont bien plus importants que dans le cas de simples prémonitions ou prédictions. Mais dans ce cas, il faudrait tout de même que ces termes de prémonition comme de prédiction soient réajustés en fonction des nouvelles connaissances scientifiques. Bien qu'en termes de science, on puisse déjà avancer ce type de phrase. Je cite. L'histoire du Titanic était inscrite dans les probabilités, au sens quantique du terme, d'événements stockés dans des champs morphogénétiques décrits par le biologiste Rupert Sheldrake. Mais là, pour développer ça, il faut déjà cartonner en physique et en biologie, alors je laisse les plus férus d'entre vous vérifier cette affirmation, et si vous le souhaitez, car moi ça m'arrangerait bien, n'hésitez pas à commenter et à me laisser ce que vous en savez ou ce que vous avez pu en découvrir. Ou alors, peut-être que beaucoup plus simplement, j'ai tout faux. Bon, avant d'en terminer, une petite histoire. Le célèbre journaliste William Thomas Stead, à la fin du XIXe siècle, écrivit lui aussi 2 nouvelles prémonitoires en 1886 et 1892, évoquant des naufrages similaires. Pour exemple, le 22 mars 1886, soit 26 ans avant le Titanic, est publiée une nouvelle intitulée « Oh, the Mail Streamer went down in mid-Atlantic by a survivor ». La traduction en quasi mot à mot, ça donne quelque chose comme « Comment le Mail Streamer a sombré au milieu de l'Atlantique » raconté par un survivant. À son récit, il ajoute un commentaire. C'est exactement ce qui pourrait se passer et ce qui se passera si les paquebots sont envoyés en mer avec trop peu de canaux de sauvetage. Il y raconte comment un marin nommé Thompson s'inquiète du manque de canaux en cours de son voyage. Son héros survit, mais ironie du sort, Stead, l'auteur, sera un passager du Titanic et il fera partie des victimes. Alors dans tous les cas, comme vous l'avez certainement constaté sur cette vidéo, je n'ai posé quasiment aucune référence et évidemment, c'est volontaire. Ce sujet est tellement avant-gardiste qu'il est impératif que vous vérifiez par vous-même tout ce qui vient d'être dit. Et qui l'a dit. Car si vous commencez à raconter ce type d'infos, prenez le temps de vous armer de sources et de références en béton armé, car en face, vos interlocuteurs risquent de chercher à bien démonter tout cela. Et c'est normal. C'est tellement déstabilisant, fonction à nos repères, ce qui crée notre équilibre habituel, que les réactions ne peuvent être que très fortes, voire extrêmes. Pour ce qui est de moi, comme toujours, je ne poserai pas mon avis. Juste j'aligne des faits, je réfléchis tout haut et je propose des pistes et je pose des questions. Dans tous les cas, merci à chacune et à chacun de m'avoir suivi dans ce petit couloir annexe du terrier du lapin, en espérant que vous avez apprécié ce détour. Surtout pensez à liker dans un sens ou dans l'autre, et n'hésitez pas à commenter. Merci encore à chacune et à chacun d'entre vous, et je vous dis à bientôt, très bientôt, pour la vidéo numéro 2 du terrier du lapin, si évidemment vous souhaitez continuer à descendre plus loin dans ce terrier.